Lors d'un barbecue familial, ma grand-mère a annoncé que mon prêt pour la voiture était enfin remboursé. Pas moins de 12,000 €. Je suis resté sous le choc. Grand-mère, je n'ai pas de voiture. Un silence s'est abattu sur la table. À cet instant, ma sœur est apparue, des clés toutes neuves à la main. 2 heures plus tard, j'ai vérifié l'application de ma banque et j'ai compris que c'était vrai. Ensuite, ma grand-mère a sorti un dossier de son sac et l'a fait glisser sur la table. À 2 heures du matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Un après-midi ordinaire, lors d'un barbecue de famille, quelque chose s'est produit qui a complètement changé ma perception des miens. C'était le genre de rassemblement paisible dans le jardin, qui ne demandait rien de particulier. Des chaises pliantes sur la pelouse fraîchement tondue, de la limonade maison, des merguez qui grésillaient sur le grill et les enfants qui couraient dans tous les sens. J'y suis allé simplement pour être présent, sans intention cachée, sans envie d'attirer l'attention. Je pensais rester en marge, jeter un œil au barbecue, sourire un peu et m'éclipser comme je le fais toujours. Mais au milieu de cette atmosphère insouciante, ma grand-mère a élevé la voix avec enthousiasme, comme pour porter un toast. Elle a dit, devant tout le monde, ton prêt pour la voiture est maintenant payé. 12 000 €, ce n'est pas rien, mais tu le vaux bien. J'ai cligné des yeux, confus. Grand-mère, je n'ai pas de voiture. Le brouhaha a cessé. Pas complètement, mais assez pour que l'air se charge de tension. Elle m'a regardé, déconcerté, puis a tourné son regard vers sa gauche. Ce geste n'a duré qu'un instant. À ce moment-là, ma sœur est sortie de la maison, balançant de nouvelles clés comme un trophée. Une clé avec une télécommande argentée et rouge. Elle souriait comme si elle n'avait rien entendu. Personne n'a dit un mot. Ni ma mère, qui continuait de couper la pastèque le regard fixé sur la planche. Ni mon père, qui observait son assiette comme si la réponse à tout s'y trouvait. Pas même mon cousin Adrien, qui d'habitude plaisante toujours, n'a fait le moindre commentaire, et c'est là que j'ai su. Ce n'était pas une erreur, ni un malentendu. Je n'étais pas censé la prendre, je n'étais pas censé poser de questions. Ils avaient contracté le prêt à mon nom sans me prévenir, sans mon autorisation, et ils ne comptaient pas me le dire. Ou pire, ils pensaient que je laisserais passer, comme toujours, que j'avalerais mon silence, que je sourirais et que je continuerais de couvrir leurs arrières. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas fait de scandale. Je me suis contenté de me rasseoir, la peau rougie par le soleil, comme si de rien n'était. Quelques heures plus tard, pendant que les autres riaient dans le salon en regardant une vidéo virale sur la télévision que j'avais d'ailleurs moi-même offerte à Noël, j'ai sorti mon portable et j'ai ouvert l'application de prêt. Approuvé. 12 000 € à mon nom. Mes mains n'ont pas tremblé, ma mâchoire ne s'est pas crispée. J'ai fermé l'application, j'ai pris une capture d'écran avec la date et j'ai levé les yeux. Ma grand-mère marchait vers moi. Cette fois, elle ne souriait pas, elle ne m'a pas regardé, elle a juste ouvert son sac, en a sorti une épaisse pochette cartonnée jaune et l'a fait glisser sur la table. Sans un mot, sans contact visuel. À l'intérieur, des impressions, des contrats, des documents du concessionnaire, tout était prétendument signé par moi, mais je n'avais jamais rien signé. Cette nuit-là, à 2h03 du matin, mon portable s'est illuminé de notifications. 13 messages, 5 appels manqués, un message vocal de ma sœur qui commençait par « S'il te plaît, ne fais pas de bêtises ». Je n'ai pas répondu. J'avais déjà fait pire qu'une bêtise. J'étais resté silencieux. La pochette est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours. Je ne l'ai pas touchée, je l'ai juste laissée là comme un objet maudit, me défiant de l'ouvrir à nouveau. Et la 3e nuit, incapable de dormir, je l'ai ouverte. Alors, j'ai compris. Il n'y avait pas que la voiture. Il y avait aussi la facture d'électricité de l'automne dernier, celle dont ma mère avait dit qu'il devait s'agir d'une erreur quand j'avais demandé pourquoi on m'avait facturé 2 fois. C'était le 2e service de streaming que je payais encore, bien que j'aie supprimé leur profil des mois auparavant. C'était la compte scolaire de 500 € dont ma sœur avait besoin pour son fils, juste pour un temps, mais qu'elle ne m'a jamais remboursé ni mentionné. J'ai croisé les dates, vérifié les débits. Chaque faveur était devenue une habitude, chaque euro que je couvrais s'était transformé en obligation, et chacun de mes silences, chaque fois que je ne m'étais pas imposé, avait été pris pour une permission. Je ne faisais pas partie d'une famille, j'étais une ressource. Pendant longtemps, j'ai senti qu'on m'utilisait,
non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Et le plus frustrant, c'est qu'il le savait. Le dossier que ma grand-mère avait fait glisser sur la table a tout révélé. Il contenait littéralement les reçus du concessionnaire, les polices d'assurance, mes informations financières, des dizaines de pages de transactions audacieuses construites sur une confiance volée et une familiarité feinte. J'ai tourné les pages jusqu'à la dernière. Là se trouvait ma signature, mal copiée d'un vieux document que j'avais signé pour un stage d'été. Il l'avait maladroitement décalqué sur un contrat de financement. Il ne s'était même pas donné la peine de le cacher. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais le fiable, le silencieux, celui qui ne fait pas de vagues. Soudain, les souvenirs ont commencé à se bousculer dans ma tête, non pas comme des faits isolés, mais comme les pièces d'une trahison constante et silencieuse. L'anniversaire auquel on ne m'a pas invité parce qu'il n'y avait de la place que pour 10 personnes à table, mais où mon relevé de compte affichait une dépense de 600 € chez un traiteur. Le mariage pour lequel j'ai payé les arrangements floraux sans même apparaître sur le programme. Les vacances en groupe où j'ai couvert l'hébergement et reçu un message de remerciement qui ne m'était même pas destiné. J'ai tout compris. Ce n'est pas qu'il m'aimait moins, c'est qu'il me valorisait davantage pour ce que je donnais que pour ce que j'étais. Et je l'avais permis. C'est moi qui avais accepté leur moquerie quand j'offrais mon aide, car c'était la seule façon qu'ils connaissaient de m'inclure. Mais maintenant, j'avais la vérité imprimée devant moi. Ils avaient dépensé des milliers d'euros en mon nom. Ils avaient acheté une voiture, donné les clés à ma sœur et souri comme si c'était une bénédiction. Ils ont supposé que je ferais comme d'habitude, payer, disparaître et attendre un geste de gratitude qui n'arriverait jamais. Cette fois, ils se sont trompés. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. Cette nuit-là, je me suis connecté à chacun de mes comptes bancaires, j'ai changé tous les mots de passe, annulé les paiements automatiques, demandé mon rapport de crédit, puis j'ai appelé le concessionnaire. Bonjour, ai-je dit calmement. Je crois qu'un véhicule a été acheté à mon nom sans mon autorisation. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Finalement, l'employé a demandé, vous vous appelez Kevin? Oui, ai-je répondu. Il a soupiré. J'imaginais que vous appelleriez, a-t-il murmuré. Il avait ce ton de gentillesse forcée que cachent les opérateurs quand ils ont déjà vu ce genre de chaos familial déguisé en procédure légale. Techniquement, vous figurez comme propriétaire, a-t-il ajouté. Je n'ai rien dit tout de suite, j'ai juste observé le dossier que ma grand-mère avait laissé sur la table comme s'il s'agissait d'une sentence. Je n'avais pas besoin d'excuses, j'avais besoin de contrôle. Je n'allais plus me taire. Ce soir, vous allez récupérer la voiture, ai-je affirmé. Entendu, monsieur. Nous allons lancer la procédure de récupération. J'ai raccroché. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et, pendant les 7 heures suivantes, je suis devenu ce qu'il craignait le plus. L'homme tranquille qui élevait enfin la voix. Phase 1, récupérer mes limites. J'ai commencé par les bases. J'ai supprimé tous les profils Netflix, y compris celui de divertissement familial où ma grand-mère avait sauvegardé sa série préférée. J'ai fait passer Spotify à la version gratuite. 5 personnes découvrant ce que c'est que d'écouter des publicités. J'ai annulé Amazon Prime. Fini les livraisons gratuites pour les anniversaires qu'ils oubliaient. J'ai changé les mots de passe du gestionnaire de mots de passe. Tout accès partagé a disparu. J'ai déconnecté la maison connectée. C'est moi qui l'avais configurée, c'est moi qui l'ai démantelée. Thermostat bloqué. Caméra hors ligne. Wi-Fi déconnecté de ma console d'administration. J'ai supprimé le stockage dans le cloud. Les photos, documents et fichiers partagés se sont évanouis. Les messages ne tardèrent pas à arriver. Qu'est-il arrivé à Internet, de ma mère? Le thermostat s'est réinitialisé, de mon père. Pourquoi l'application de la caméra dit qu'il y a un appareil non autorisé, de ma sœur? Je n'ai pas répondu. Je ne faisais que commencer. Phase 2, me retirer financièrement. J'avais signé en tant que co-emprunteur pour le prêt immobilier. On me l'avait présenté comme quelque chose de temporaire, juste le temps que les choses se stabilisent, avait-il dit. Les choses ne se sont jamais stabilisées. Bien sûr, tant que j'étais là comme filet de sécurité, il n'avait aucune raison de le faire. Je suis allé sur le portail de la banque et j'ai entamé la procédure pour me retirer du prêt. Cela a déclenché une réévaluation automatique du dossier.
La banque m'a appelé en moins d'1 heure. Nous sommes inquiets, m'a dit la conseillère. Sans vous, il est probable qu'il ne soit plus éligible. Excellent, ai-je répondu au conseiller sans discuter. 2 jours plus tard, la banque leur a envoyé une nouvelle simulation de prêt. La mensualité allait presque doubler si je me désengageais. Le choix était simple, refinancer ou perdre la maison. Je ne leur ai rien dit. Je les ai laissés ouvrir ce courrier pendant le petit déjeuner, et essayer de m'appeler quand le bouclier qui les protégeait a cessé d'exister. Phase 3, audit des actifs. Je suis allé au-delà des paiements récurrents et des factures. J'ai retrouvé l'ancien contrat d'un box de stockage que je finançais, celui-là même qui abritait la moitié des objets de famille hérités. J'ai aussi découvert l'assurance professionnelle de leur bureau à domicile enregistré à mon nom, et l'hébergement web du site de photos de famille qu'ils utilisaient chaque Noël, également sur mon compte. Je l'ai supprimé. J'ai accédé au registre du nom de domaine de la petite entreprise de préparation de déclaration de revenus de mon père. Qui pensez-vous avait payé le renouvellement pendant 6 ans? Exactement. Je l'ai transféré à un registraire privé et je l'ai bloqué. Ensuite, j'ai appelé le fournisseur du logiciel de comptabilité qu'ils utilisaient, j'ai annulé leur licence et arrêté le renouvellement automatique. Ils n'auraient plus accès à leurs dossiers fiscaux. Je ne volais pas, je reprenais simplement ce qui m'appartenait. Phase 4, déconnexion totale du système. Quand j'ai fondé mon entreprise, une société spécialisée dans l'infrastructure numérique et le support technique, je leur ai donné accès aux mêmes outils que j'offrais à mes clients professionnels, pare-feu, optimisation du réseau, sauvegarde chiffrée. Ils pensaient que je les aidais simplement. Ils n'ont jamais lu les petits caractères. Je suis entré dans le système et j'ai reclassifié leurs 2 comptes d'accès familial gratuits, ils sont passés à résilier. Le système a programmé la désactivation complète. J'ai laissé un message sur leur tableau de bord d'administration, cette infrastructure a été maintenue sans frais depuis 2016. À partir de maintenant, tous les services sont révoqués. Sans émotion, sans avertissement, juste une séparation numérique. À 18h12, mon oncle a laissé un message vocal, à la fois confus et alarmé. Nous ne pouvons plus accéder. Les fichiers ont disparu. Soit tu as été piraté. Appelle-moi d'urgence. Je ne l'ai pas fait. À 18h45, mon père a envoyé un autre message. C'en est trop. Ce n'est pas seulement pour la voiture. Il avait raison. Ça n'a jamais été seulement pour la voiture. Phase 5, exposition stratégique. Je conservais encore toutes les captures d'écran, les formulaires du concessionnaire avec ma signature falsifiée, l'approbation du prêt, les documents du dossier que ma grand-mère gardait. J'ai tout compilé dans un seul fichier PDF, daté, ordonné, clair, et je l'ai envoyé à 3 personnes, le comptable de la famille, une enquêtrice en fraude que je connaissais par un ancien client et mon avocat. À 21h, tout était enclenché. La voiture a été saisie, la fraude signalée auprès des organismes concernés, mes liens financiers coupés, leur infrastructure hors service, leurs secrets documentés. Et le coup final, le silence. Je n'ai pas crié, je n'ai rien publié sur les réseaux, je n'ai appelé personne. Car mon silence n'était pas de la faiblesse, c'était une sentence. À minuit, j'avais 112 appels manqués. 13 de ma sœur, 21 de mon père, 2 messages vocaux de ma grand-mère, l'un en pleurant, l'autre furieuse. Je ne les ai pas écoutés. Je savais ce qu'ils diraient. Tu es en train de détruire cette famille. Non, c'est eux qui la détruisaient. Je me suis simplement contenté d'arrêter de colmater les brèches. Ils n'appelaient pas pour s'excuser, ils ne le font jamais. Ils appelaient pour manipuler, pour me rappeler que je faisais toujours partie du cercle, même après tout ce qu'ils avaient fait. La nuit où ils ont emporté la voiture, mon portable n'arrêtait pas de vibrer. C'était comme si une bombe avait explosé dans une discussion de groupe que je n'avais jamais demandé. Ma sœur a été la première. Ils ont pris la voiture. Qu'est-ce que tu as fait? Puis ma mère. S'il te plaît, appelle-nous. Nous ne comprenons pas pourquoi tu fais ça. Ensuite, mon père. C'est puéril. Tu te ridiculises. Je n'ai pas répondu. Ils n'étaient pas confus, ils étaient acculés. Ils savaient qu'ils étaient allés trop loin et ils ne pouvaient pas le supporter. À 2h36 du matin, ma sœur a rappelé, en pleurs.
Ils disent qu'il pourrait y avoir des poursuites. Je ne savais pas qu'ils la prendraient. Je pensais que tu arrangerais les choses. J'ai raccroché sans un mot. Car c'était là le cœur du problème. Ils n'ont jamais pensé que ce que je faisais avait du poids, que ça avait des conséquences. Ils croyaient qu'ils pouvaient mentir, falsifier et manipuler, et que je reviendrais tout arranger, comme toujours. Mais pas cette fois. Le lendemain matin, le désespoir s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Ma tante a publié sur Facebook, « C'est si triste quand la famille vous trahit. » Mais la vérité finit toujours par éclater. Nous avons des preuves. Des preuves. C'est ainsi qu'ils appelaient les documents contenant ma signature falsifiée. Des comptes créés à mon nom, une chaîne de dettes qui menait directement à moi. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence parler pour moi, car les mots ne suffisaient plus. Puis sont venus les messages d'insultes directes. Tu as toujours voulu de l'attention. Te voilà servi. Tu as ruiné la vie de ta sœur pour un malentendu. Nous nous sommes occupés de toi quand personne d'autre ne le faisait. Ce n'est pas de la justice, c'est de la cruauté. Tu crois que ça te rend fort? Ça te rend juste seul. Ils ont utilisé tous les outils possibles, la culpabilité, la honte, la manipulation, même la pitié. Tous, sauf celui qui comptait vraiment, assumer leurs responsabilités. Et quand cela n'a pas fonctionné non plus, ils se sont présentés à ma porte sans prévenir. Des coups forts, des voix élevées. Parle-nous. Tu es toujours notre fils. Puis la voix de mon père. Tu vas le regretter. Tu reviens toujours, tu verras bien. Je n'ai pas ouvert la porte, je ne me suis même pas approché. Ils ne cherchaient pas à résoudre quoi que ce soit. Ils voulaient imposer leur routine habituelle, que je me taise pour qu'ils puissent continuer à vivre confortablement. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de ma mère. Objet, tu as fait passer ton message. Corps du texte, nous contactons un avocat. Ce n'était pas une fraude, c'était une affaire de famille. Si tu continues à nous harceler, nous prendrons des mesures légales. Ils voulaient renverser la situation, faire croire que le problème venait de moi, que dénoncer une fraude avérée faisait de moi l'agresseur. Je n'ai pas répondu. J'ai fait pire. Je suis resté immobile. Je les ai laissés sentir le vide, le manque de celui qui résolvait toujours tout, l'absence de l'homme de confiance. Et ça a fonctionné. Le jour suivant, le ton des messages a changé. S'il te plaît, parle-nous. On a compris. Nous sommes anéantis. Nous ne pensions pas que ça irait si loin. Et encore ma sœur, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je pensais que tu t'en sortirais. Mais si, elle savait. Ils savaient tous. Ils comptaient sur mon silence, et en le perdant, ils ont perdu leur bouclier. Cette même semaine, j'ai rencontré mon avocat et je lui ai tout montré. Le contrat du concessionnaire, les documents manipulés, les journaux d'appel, les captures d'écran. Voulez-vous porter plainte, a-t-il demandé. Non, pas encore, ai-je répondu. Préparez juste tout, au cas où ils essaieraient en premier. Bonne décision, a-t-il dit. Ils ne le verront pas venir. Et il avait raison. Car ce qu'ils attendaient toujours de moi, c'était autre chose, une soumission, un soupir résigné, un « ce n'est pas grave » murmuré à voix basse. Mais pas cette fois. Je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas rompu les liens en claquant la porte. Ce que j'ai fait était plus silencieux. Je les ai laissés s'effondrer tout seuls. Ce week-end-là, ma sœur m'a écrit un message, une seule ligne. Tu as bientôt fini? Parce que je suis sur le point de tout perdre. Je l'ai lu pendant un bon moment. J'ai écrit au nom, mais je l'ai effacé avant de l'envoyer. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que j'ai compris quelque chose de plus terrifiant. Je n'avais plus rien à dire. Ce n'était pas une vengeance, c'était une reddition de compte. Et elle était définitive. Au début, je ne pensais pas rendre l'affaire publique. Le silence me semblait plus propre, plus froid, plus précis. Mais ensuite, ils ont commencé à parler, non seulement en message privé, mais aussi sur les réseaux sociaux, et même à voix haute. Ma sœur a été la première. Elle a publié un selfie délicatement éclairé, le mascara coulé par les larmes, avec une légende, ça fait mal quand ceux que tu pensais être là pour toujours finissent par être des leçons. Reconnaissante pour ceux qui sont encore là.
En moins d'une heure, elle avait des centaines de j'aime, des commentaires remplis de cœurs, des gens qui se taguaient, des messages directs qui fusaient de partout, des membres de la famille qui repartageaient comme si c'était parole d'évangile. J'ai vu l'histoire prendre forme. J'étais l'instable, le rancunier, le frère aigri qui s'en prenait à tout le monde. Celui qui avait repris la voiture comme si c'était un jouet, qui avait coupé le Wi-Fi, annulé Netflix et pris sa famille en otage émotionnellement pour un malentendu. J'ai lu les commentaires. Tu ne mérites pas ça. Certaines personnes ne veulent que le contrôle. Couper les ponts avec les gens toxiques est douloureux, mais nécessaire. Personne ne connaissait la vérité. Personne n'a posé de questions. Et c'est là que j'ai su que si je ne parlais pas rapidement, il s'approprierait complètement le récit. Alors, j'ai construit la vérité. Pas une crise de colère, pas une attaque, mais une compilation. Capture d'écran, contrat, journaux d'appel, l'approbation du concessionnaire avec une signature falsifiée, les documents financiers du dossier de ma grand-mère, les messages de groupe, le courriel de la banque confirmant l'utilisation frauduleuse de mon nom, le tout avec des dates et des preuves. Puis j'ai écrit ma publication. Je ne l'ai pas mise sur Facebook ou Instagram. Je l'ai mise sur LinkedIn. Je voulais qu'elle soit là où ça comptait, là où l'on connaissait la vraie version de moi, calme, fiable, professionnelle. Le titre disait « Quand la famille franchit la ligne, un cas réel d'abus financiers et d'usurpation d'identité ». J'ai raconté ce qui s'était passé sans drame, comment mon nom avait été utilisé pour un prêt de 12 000 €, comment la voiture avait été offerte à quelqu'un d'autre, comment la réponse n'avait pas été le regret, mais la calomnie. Je n'ai pas mentionné de nom, mais tous ceux qui devaient comprendre ont compris. À la fin de la journée, j'avais plus de 30 000 vues. Les messages ont commencé à arriver, non pas d'inconnus, mais de gens que je n'avais pas vus depuis des années, d'anciens collègues, d'anciens camarades d'études, même un cousin éloigné, Adrien, que je n'avais pas vu depuis le lycée. Merci de l'avoir raconté, a écrit l'un d'eux. Je pensais être le seul. Le deuxième jour, ma boîte de réception était pleine, non seulement de soutien, mais aussi de confessions. Mon père a falsifié ma signature pour un prêt étudiant. Ma sœur a utilisé mon numéro pour obtenir une carte de crédit. Ils disent que c'était pour m'aider. Moi, j'appelle ça une dette que je n'ai pas provoquée. Je n'ai pas lancé un mouvement, mais j'ai touché une corde sensible. Et ma famille l'a tout de suite remarqué. Ce soir-là, ma mère m'a appelé 11 fois. Elle n'a laissé aucun message, juste des appels silencieux. Mon père a envoyé un courriel. Objet, supprime ça. Le texte disait, tu nous couvres de honte. Si tu crois que déballer des affaires privées te rend fort, tu te trompes. Supprime ça ou il y aura des conséquences. Signé de son nom complet, comme si nous n'étions pas de la même famille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai épinglé la publication sur mon profil, puis j'ai envoyé le dossier PDF avec tous les documents au comptable de la famille, au cas où ils essaieraient de déclarer la voiture dans leurs impôts. J'ai inclus un bref message, en cas de contrôle, j'informe que je n'ai ni autorisé ni initié cet achat. Rapport d'utilisation abusive 6 juin. Sans émotion, juste de la prévention légale. Ce même soir, ma cousine Élodie m'a appelé. J'ai tout vu, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Tu dois savoir ce qu'ils disent. Que tu es hors de contrôle, que tu veux détruire la famille. J'ai ri, non pas par amusement, mais parce que c'était prévisible. C'est ce qu'ils disent quand le bouc émissaire cesse de se taire. Mais elle n'avait pas terminé. Il y a eu une réunion, a-t-elle murmuré. Ils étaient tous là, la grand-mère, l'oncle Renaud, maman. Ils avaient des impressions, de faux messages. Tu es sûr, ai-je demandé. J'en ai vu un. Il disait que tu prévoyais de nous poursuivre en justice, que tu avais créé un fonds de vengeance. Je l'ai juste remercié et j'ai généré une autre copie du PDF, cette fois avec le titre Défense de ma réputation. Et puis j'ai fait ce que j'évitais depuis des semaines. J'ai tout envoyé à mon avocat. J'ai inclus les documents, la publication LinkedIn, les messages calomnieux, les menaces du groupe familial, les captures qu'elle m'avait envoyées. Il a répondu 10 minutes plus tard. Parlons-en lundi. Mais pour que tu saches, cela suffit déjà pour une plainte pour diffamation, fraude et responsabilité civile. Je ne cherchais pas un procès, je voulais juste être préparé. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous pouvez prouver.
Le lendemain matin, la façade a commencé à se fissurer. L'oncle Renaud m'a écrit, retire cette publication. Tu humilies tes parents. La grand-mère a dit, tu devrais avoir honte de nous traîner publiquement dans la boue. Ma sœur, une seule ligne, j'espère que ça en valait la peine. Et pour la première fois, j'ai répondu. Ça n'en valait pas la peine. C'était nécessaire. Puis je l'ai bloqué. Non par colère, mais pour avoir la paix. Car quand quelqu'un commet un vol émotionnel et d'identité, vous ne lui devez pas de conclusion. Vous vous la devez à vous-même. Je ne l'ai pas fait par vengeance, je l'ai fait pour pouvoir respirer. Ce soir-là, en fermant mon ordinateur portable, je l'ai su. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais menti. Ils étaient furieux parce que j'avais dit la vérité. Et maintenant, tout le monde pouvait les voir sans leur masque. Ils ne sont pas venus pour s'excuser. Ils sont venus pour récupérer ce qu'ils croyaient leur appartenir encore. C'était moi. C'était un dimanche, tout était silencieux. Je prenais un café avec la fenêtre entr'ouverte, lisant des messages de soutien de personnes lointaines, mais qui voyaient enfin qui j'étais vraiment. Non pas le fauteur de troubles, non pas le rancunier, mais quelqu'un qui avait cessé de survivre pour commencer à vivre. Et puis la sonnette a retenti. Je l'ai su avant même de regarder. Ma mère, mon père et ma sœur. 3 pas derrière, lunettes de soleil sur le nez, comme si le deuil était à la mode. Ils ressemblaient à des missionnaires vendant la rédemption. Ma mère tenait une boîte. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. Mon père a parlé le premier. Nous voulons juste parler. Je n'ai pas répondu. Ma mère a levé la boîte comme une offrande de paix. Tout est là. Les reçus, le titre de propriété de la voiture, les comptes fermés. Nous voulons arranger les choses. Je les ai laissés parler. Dire ce qu'ils pensaient pouvoir tout guérir. Qu'ils m'avaient toujours aimé, qu'ils ne savaient pas comment je me sentais, que c'était sous la pression, qu'ils ne l'avaient pas fait intentionnellement. Mais quelque chose change quand les gens réalisent qu'ils ont perdu le contrôle. Ils commencent à prétendre qu'ils ne l'ont jamais voulu. Ma sœur est restée silencieuse jusqu'à ce que, comme si c'était écrit dans un script, elles disent « Nous étions une famille ». Avant tout ça, c'était la vérité, mes limites, mon refus de continuer à financer leur confort. Je suis sorti sur le perron et j'ai refermé la porte derrière moi, non pas pour les inviter à entrer, mais pour en finir. J'ai regardé mon père et j'ai dit, tu n'as pas perdu une voiture. Tu as perdu le droit de me demander quoi que ce soit. À ma mère, tu n'as pas perdu un fils. Tu as perdu ton bouclier silencieux. À ma sœur, j'ai dû redéfinir ce que je pouvais donner. Ils ont attendu. Ils ont attendu l'hésitation, la fissure, le moment où j'allais dire « mais vous êtes toujours ma famille ». Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement dit « il n'y a pas de retour en arrière ». Non pas parce que je vous déteste, mais parce que je m'aime enfin assez pour ne pas retourner dans cette cage. Ma mère a murmuré « c'est comme ça que ça se termine ?» J'ai hoché la tête. Sans discours, sans adieux théâtraux. Juste ça. Mon père m'a regardé comme un étranger, et pour la première fois, il avait raison. Je n'étais plus le même. Celui dont il se souvenait aurait payé le déjeuner après. Il se serait excusé de les avoir dérangés. Il aurait proposé de les ramener. Cet homme n'existait plus. Ils sont partis en silence. Personne n'a dit un mot de plus. Seul le claquement de la portière de la voiture a résonné comme une sorte de point final. Je ne les ai pas suivis du regard. Je n'ai pas ressenti le besoin d'attendre des excuses tardives ou une seconde chance déguisée en remords. Je suis rentré. L'air à l'intérieur de l'appartement était différent. Non pas plus lourd, mais plus clair, plus à moi. Je me suis préparé une autre tasse de café et je me suis assis devant la fenêtre ouverte, observant la lumière glisser sur les murs, comme si l'endroit respirait lui aussi, soulagé. Ce ne fut pas une victoire. Il n'y eut pas d'applaudissements. Ce qu'il y avait, c'était quelque chose de plus précieux. Un silence sans peur, un espace sans condition. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité de m'être choisi. Il n'était pas nécessaire de fermer une porte à clé, car j'ai compris que ce que je protégeais vraiment n'était pas l'appartement, mais la décision de ne plus jamais laisser entrer ce qui m'avait un jour submergé. Ce jour-là, je n'ai pas récupéré ce que j'avais perdu,
Mais j'ai récupéré quelque chose de mieux, la certitude que je n'ai pas à retourner à cet endroit où l'on me demandait de tout donner en échange de rien. Et cela suffisait. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.